Bonjour et bienvenue sur le plateau de Croque Lecture. C'est reparti pour une année qui s'annonce pleine de gourmandises et de changements. Élise et les garçons ont pris la direction du lycée et une nouvelle petite équipe de choc nous a rejoints. De nouvelles rubriques s'ajoutent au menu, mais pas de panique, vous les découvrirez bientôt. En plus de ça, les émissions sont plus courtes et deviennent hebdomadaires. Alors suivez-nous chaque semaine sur YouTube, sur notre blog dont l'adresse s'affichera sur le générique de fin, ou sur notre nouvelle page Facebook. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Aujourd'hui, préparez-vous à être repus car pendant l'été, rien n'a échappé à notre nouvelle équipe de lecteurs-chroniqueurs. Julie viendra nous présenter le premier tome de Saba, Ange de la Mort, de Moira Young. Quant à Kevin, ce sera le dernier roman de Rick Riordan, La Pyramide Rouge. Puis pour Candice Astrid, ce sera le premier défi de Mathieu Hildaf, une œuvre pleine d'humour de Christophe Maury. Puis Thibaut sera vous mettre l'eau à la bouche avec Instinct 2 de Vincent Vimino. Pour finir, un dessert gourmand vous attend, Eona de Alison Goodman que Antoine ne manquera pas de vous présenter. Si vous êtes prêts à voyager dans l'univers du livre et rencontrer notre nouvelle troupe d'experts, alors c'est parti! Comme prévu, Julie nous a rejoints sur le plateau pour nous parler de Saba, Ange de la Mort. Hey Julie, je crois que nos téléspectateurs veulent en savoir un peu plus sur ce livre au titre mystérieux. Saba, Ange de la Mort est le premier tome d'une trilogie intitulée Les Chemins de Poussière. Écrit par Moira Young, ce roman d'aventure tient son titre du nom de son héroïne. Saba est une jeune fille de 18 ans qui vit dans une région désertique et isolée avec son père, sa sœur Amy, et son frère, Lug, qui est son frère jumeau, et sa lumière. Elle ne peut se passer de lui. Pourtant, le jour où des hommes arrivent, tuent son père et lui arrachent son frère, Saba est obligée de se débrouiller seule. Contrainte d'emmener avec elle sa sœur Amy, qu'elle tient pour responsable de la mort de sa mère, elle lui voue donc une haine sans limite. Mais les aventures forment les grands héros, et Saba apprendra à connaître sa sœur, à parler aux autres, à faire confiance et aussi à aimer. Un roman bien construit, simple et palpitant, avec une écriture choisie par Moira Young pour représenter la façon dont parle Saba, c'est-à-dire assez directe, car c'est elle qui s'exprime à travers l'ouvrage. Au début, on a du mal à comprendre le sens de l'histoire, le lieu et les personnages nous semblent déplacés. Puis, au fil des pages, on comprend le monde dans lequel vit notre héroïne. L'auteur a créé un monde futuriste où la civilisation a perdu toute trace de ses origines. Un dictateur règne sur ce monde grâce à une drogue et ainsi contrôle tout à sa guise. C'est un univers hostile dans lequel Saba tente de retrouver son frère. Saba est très spéciale, héroïne au cœur de pierre, têtue et déterminée, on ne la sent pas maîtresse de la situation. Aussi bien qu'on finit par réellement douter de sa réussite. C'est bien plus intéressant que les héros surdoués qui réussissent tout. Au contraire, on entre dans l'improbabilité, on hésite, on doute. Aussi, on se laisse porter par le courant et on finit par découvrir une histoire étonnante. On n'est pas déçu. Saba, engagée dans la recherche de son frère, doit aussi prendre soin de sa petite sœur, Amy, avec laquelle elle se montre souvent très très dure. Mais finalement, elle finit par apprendre à la connaître et à la protéger de la cruauté des hommes. C'est un bon roman, captivant, avec une couverture simple mais belle, représentative de l'esprit de l'ouvrage. En bref, laissez-vous tenter par l'aventure de Saba et vous ne serez pas déçus. Pas de problème, je crois maintenant savoir quel livre sera sur ma table de chevet cette semaine. Mais pas de répit pour l'équipe du Croque Lecture. On continue tout de suite notre voyage dans le monde littéraire avec La Pyramide Rouge. L'auteur de Percy Jackson mérite-t-il le même succès pour ce roman? Kevin, c'est à toi de nous le prouver. Je vais vous présenter le premier tome de la série Khan Chronicle, La Pyramide Rouge, qui est du célèbre auteur Rick Riordan, qui a écrit Percy Jackson et les héros d'Olympe. Sadie et Carter sont frères et sœurs. Ils sont les descendants de deux lignées de puissants magiciens. Ils ont été séparés à la mort de leur mère afin d'éviter que leur pouvoir ne grandisse trop vite. Carter, qui vit avec son père qui est archéologue et qui voyage à travers le monde, qui ne peut voir souvent sa fille, qui vit chez ses grands-parents maternels, tout bascule quand leur père décide de ramener à la vie leur mère grâce au pouvoir d'Osiris. Mais au lieu de ramener à la vie leur mère, il ramène le seigneur du chaos, Seth. Peu après cette mésaventure, Carter et Sadie sont recueillis par leur oncle, qui leur explique que les dieux égyptiens ne sont pas morts et ne sont pas une simple légende. Peu après ces explications, Carter, qui fait un rêve prémonitoire, il voit le seigneur du chaos Seth, qui parle à un démon et qui lui explique les projets pour la ville Phoenix. Carter, qui comprit que le monde était en danger, il décide de partir pour Phoenix afin d'éviter que la ville ne soit détruite. J'ai bien aimé ce roman qui est du même auteur que Percy Jackson. Après les dieux grecs, Rick Riordan s'intéresse aux dieux égyptiens, tout en restant dans le domaine de la mythologie.
Tout l'intérêt de cette histoire, c'est qu'elle se déroule dans notre monde à notre époque, tout comme dans un bon roman fantastique. Je trouve qu'il s'agit d'un bon roman d'aventure. Les deux personnages principaux qui vivent de nombreuses péripéties afin de retrouver leur père et de combattre le seigneur du chaos Seth, afin d'éviter qu'il détruise la ville. De plus, j'ai vraiment apprécié le caractère de nos nombreux personnages, surtout des deux personnages principaux, Carter et Sadie. Sadie, qui a un énorme défaut, c'est de foncer tête baissée dans l'aventure et de croire tout ce qu'on lui dit. Mais sa principale qualité est sa curiosité. Quant à Carter, il est très méfiant et curieux, mais son principal défaut est la peur d'aller à l'aventure. En fait, ils sont vraiment complémentaires, ce qui permet au lecteur de s'identifier au personnage. Ensuite, je trouve que comparé à Percy Jackson, l'idée de Ken's Chronicle est plus originale. Ces jeunes héros sont les descendants de puissants sorciers et non de dieux. Cela change évidemment le scénario du roman. En conclusion, je conseillerais le premier tome de Ken's Chronicle aux fans de Percy Jackson. J'ai hâte de lire le prochain tome de Ken's Chronicle. Ça m'a tout bonnement l'air délicieux. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Kevin s'est vraiment bien débrouillé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il en sera de même pour Candice et Astrid. Alors les filles, qu'avez-vous à nous dire sur le premier défi de Mathieu et Daph? Je vais vous présenter le premier tome d'une série très prometteuse. Il s'agit d'un roman de Christophe Mouret qui s'intitule Le premier défi de Mathieu et Daph, édité chez Gallimard Jeunesse. Mathieu et Daph, 10 ans, est un expert de la bêtise. Il est né le même jour que le roi et chaque année, il en profite pour gâcher cet événement. De 8 à 10 ans, le jeune prodige a été puni dans sa chambre pour avoir organisé la grève des nymphètes, petite fée volante faisant de la lumière. Résultat, tout le royaume s'est retrouvé dans le noir. Ce n'est que la deuxième plus grosse bêtise de sa jeunesse. Mathieu prévoit de rentrer dans l'école de l'élite, la plus prestigieuse du royaume. Elle forme les jeunes garçons comme Mathieu en brillant guerrier, les Élysiens. Avec sa famille, composée de ses parents, Rigueur et Dalph, sa femme et ses 3 filles, Juliette d'Or, qui vit au château du roi pour étudier, Juliette d'Argent et Juliette d'Errant, ils se rendent au château du roi pour son anniversaire. Le père de Mathieu va tout faire pour qu'il ne vienne pas, car il a peur que son fils ait prévu une nouvelle bêtise. Quand Mathieu était petit, son père lui a fait signer un contrat pour qu'il s'occupe de son chien à 4 têtes qui maintenant est malade. Mais avec l'aide de Maître Magimel, le conseiller juridique de la famille, il va contrer ce problème. Mathieu et Daph va pouvoir aller au château. Car s'il ne faut aucun doute que Mathieu ait prévu une nouvelle bêtise, quelle sera-t-elle? De quelle ampleur sera-t-elle? À vous de le découvrir en lisant ce tome très prometteur. J'ai vraiment apprécié ce roman. Il est plutôt original car il mélange les genres. En effet, c'est à la fois un roman avec du merveilleux, de la fantaisie et un livre plein d'humour. L'univers est vraiment intéressant car on sent que la magie et l'humour sont omniprésents. Les prénoms et les caractères des personnages sont plutôt originaux car le père de Mathieu est plutôt sévère. On dirait qu'il n'aime pas son fils, mais au fond de lui, il est heureux d'avoir un fils comme lui. Sa mère est tout le contraire. Elle est aimable, tendre, intelligente et surtout très belle. Le personnage de Mathieu est celui qui donne tout son intérêt au personnage. Il est pour moi plutôt gonflé, malicieux et presque horripilant. Même s'il embête beaucoup de gens, le lecteur l'aime quand même. Enfin, je vous conseille de le lire. Si vous avez aimé ce livre, je vous conseille la série Alcatraz de Brandon Sanderson pour encore plus de fou rire. Vous pouvez noter dans vos agendas que Mathieu et Daph 2 et la Foudre fantôme sortira en janvier 2012. Merci les filles, Mathieu et Daph plaira sûrement à plus d'un lecteur friand de romans humoristiques. Mais maintenant, il est grand temps d'accueillir Thibaut pour qu'il nous présente Instinct 2. Constance vous avez déjà fait connaître le premier tome de cette série palpitante lors du 4e JT de l'année dernière. Bon Thibaut, je te laisse la parole, c'est à toi de jouer. Je vais vous parler de la suite d'Instinct. Cette série, écrite par Vincent Villeminot et éditée par Nathan, se situe dans la catégorie des romans fantastiques. À la fin du tome précédent, Tim s'était enfui à travers la forêt en cherchant à protéger ses amis. Dans ce nouveau tome, vous trouverez un mystérieux meurtre proche de l'Institut. Silvio, transformé en cancer, se fait tuer par un prédateur dont on découvrira l'identité plus tard. Ronald, l'associé du professeur McIntyre, profite de l'absence de celui-ci pour déclencher un combat qui opposera certains anthropes de cette résidence cachée.
Dans cet affrontement, il y a ceux qui désirent laisser leur pulsion meurtrière les envoûter, contre ceux qui préfèrent se contrôler pendant leur transformation. Le professeur disparaît pendant la bataille lors d'une de ses missions capitales pour l'Institut. Cette mission était à la base pour découvrir qui était derrière le commanditaire des chasseurs. Nos trois héros, Tim, Sheriff et Flora, décident donc de partir à sa recherche. Pourquoi le commanditaire des chasseurs voulait-il voler les informations liées à l'Institut? Qui remportera la bataille au sein de l'Institut et deviendra donc le directeur? Voilà ce qui va vous attendre dans la suite d'Instinct. J'ai bien aimé ce livre car il était aussi intéressant que le premier grâce à l'action omniprésente dans toute l'histoire. Du début à la fin, les scènes d'action favorisent la lecture. On est littéralement plongé dans l'histoire au suspense bien mené. La lutte à l'intérieur de l'Institut est intéressante car on ne s'y attend pas. Moi, je pensais qu'à l'intérieur de cet institut, tout le monde s'entendait bien. Mais dans ce deuxième tome, on découvre vite que ce n'est pas le cas. Pour Tim et ses amis, se contrôler lors de leur transformation est capital car ainsi, ils n'auraient pas l'impression de rester des animaux. La violence, pour eux, ne leur permettrait pas de s'intégrer dans la société humaine. De plus, Tim est devenu plus distant envers ses amis car il a peur de les blesser. En réalité, il garde en mémoire le visage des meurtres des chasseurs qu'il a commis pour les protéger. Le professeur, lui aussi, change car son caractère est devenu plus austère en raison de la bataille qui se déroule au sein de son institut. C'est pour cela qu'il part en mission pour découvrir qui est derrière les chasseurs. En conclusion, Instinct 2 réserve bien des surprises aux lecteurs qui aimeront le dévorer sans retenue. Encore un délicieux roman. Mais j'espère quand même qu'il vous reste une bonne grosse place pour le dessert, car pour le coup, le roman qui suit n'est pas des moindres. Antoine, notre nouveau dévoreur de livres qui est avec moi sur le plateau, va vous faire voyager dans le monde fabuleux d'Éona. Bon alors si je vous dis une femme, un dragon, un tyran, une résistance, et oui c'est bien le dernier tome de la série Éon, intitulé Éona et le collier des dieux, édité aux éditions Gallimard. Donc dans ce dernier tome, Alison Goodman met tout en œuvre pour nous replonger dans la série. Dans le premier tome, on découvre qu'Éon cache un terrible secret. C'est en réalité Éona, une jeune fille. Elle veut devenir œil du dragon, et s'entraîne dur pour cela. Seulement, elle n'est pas comme les autres puisqu'elle est infirme. Mais malgré cela, elle fait réapparaître le dragon miroir, disparu depuis plus de 500 ans. Au début du second volume, on retrouve Éona qui fuit avec ses amis. En effet, depuis la mort de l'empereur, Séton a pris le pouvoir. Séton a également fait emprisonner Cyrrido, son ancien allié. Elle est certaine que Kigo, l'empereur légitime, est encore en vie. Elle part donc à sa recherche avec ses fidèles amis Rico, Vida et Della. Seulement, pour aider Kigo à monter sur le trône, elle doit se servir de son pouvoir que seul Cyrrido peut l'aider à maîtriser. Après avoir retrouvé Kigo, celui-ci décide d'aller libérer Cyrrido car il pense qu'il pourrait en tirer un bon profit dans l'armée de la résistance. Éona est alors partagée, elle est attirée par ces deux hommes au puissant pouvoir. Kigo ou Ido, lequel choisira-t-elle? Les deux armées, l'armée de la résistance et celle de Séton, sont proches d'engager un combat sans merci. Quel avenir pour le royaume? Ce deuxième et dernier tome possède comme le premier un scénario intense aux multiples rebondissements. L'auteur, par sa belle écriture, nous permet de visualiser les personnages et cette Chine impériale. Ce livre n'est pas seulement recommandé aux passionnés de fantasy, mais aussi aux férus d'action. On reconnaît très peu Éona, la jeune fille timide et courageuse du premier tome. Elle change au fur et à mesure qu'elle progresse dans la maîtrise de ses pouvoirs, puisqu'elle n'hésite pas à blesser son ami Rico pour arriver à ses fins et même pour impressionner les autres. De plus, les tablettes mortuaires et les armes qu'elle conservait précieusement contiennent l'esprit de l'ancien œil du dragon miroir. Celle-ci tente de contrôler Éona et d'assurer sa vengeance. Éona est un très bon livre malgré des passages ennuyeux avec de trop grandes descriptions du monde énergétique ou des dragons. C'est donc avec un grand regret que l'on referme le deuxième et dernier tome de la série Éon que j'ai vraiment apprécié et qui a été vraiment une très grande réussite. Bon, je crois qu'avec ça, on est repu jusqu'à la prochaine émission. Si vous avez l'occasion cette semaine de faire un peu de lèche-vitrine et de passer par la librairie, j'espère qu'on vous a donné quelques bonnes idées. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième numéro très appétissant.